Est-ce que tu as, alors, juste pour qu'on donne rapidement aux gens un peu l'historique au niveau de la timeline, toi, donc, c'est à quel âge que tu as fait ce Séduction Academy? Seduction Academy a dû commencer, je pense, en 2013, donc j'avais 22. Ouais, c'est ça, 2013, on va dire. Donc, en 2013, tu es encore en France ou tu pars déjà un peu voyager pour découvrir le monde? Quand j'ai quand j'ai commencé le site, j'étais en France et ensuite j'ai eu un peu l'occasion d'aller en Asie, mais après j'ai continué à le développer et en fait je suis vraiment parti que à partir du moment où le site avait commencé à générer suffisamment d'argent, D'accord. ce qui a pris à peu près un an. D'accord. Donc, en 2013, tu commences le site, tu es encore en France, tu voyages un peu. 2014, le site commence à te générer des revenus qui sont fiables, stables. Et donc, à partir Ouais. de là, tu commences à t'installer complètement en Asie du Sud-Est. C'est bien ça? Ouais, donc c'est à partir de ce moment-là, c'était à l'été 2014 du coup, où je suis peut-être fin d'été, ouais, où je suis parti au Vietnam pour la première fois, et c'était vraiment la première fois que je partais avec un aller simple. Parce que l'année précédente, j'étais parti en Asie, mais j'avais aussi un truc en connexion avec mes études, tu vois, donc c'était un truc où je savais que j'allais revenir. Là, je suis parti vraiment en aller simple au Vietnam pour m'installer. Et après ça, je suis rentré en Europe un petit peu parce que j'étais à Barcelone pendant un moment. Mais à partir de ce moment-là, j'étais euh, presque toujours parti. Et je suis rentré en France pour voir la famille, etc. Parfois pendant un mois ou deux pendant l'été. Mais c'était à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où le site avait décollé, que j'étais un peu passé au point de non-retour. Et quel effet ça fait de prendre pour la première fois un billet de non-retour, enfin, sans retour, en fait? Qu'est-ce que tu as Bah, pour moi, en ressenti? fait, c'était un peu l'aboutissement du truc parce que j'étais pas du tout heureux dans ce que je faisais au niveau de mes études et j'étais pas du tout convaincu des débouchés que j'allais avoir. Donc en fait, pour dire que j'étais pas convaincu des débouchés, c'est que les débouchés étaient là, mais j'étais pas convaincu que c'était ce que je voulais faire. Parce que j'ai fait une grande école de commerce avec des gros prêts étudiants. Et ça veut dire qu'essentiellement, là, tu es formé pour aller bosser soit dans la banque, soit dans le conseil en management, soit dans l'audit. Essentiellement, les trois grands débouchés. Et éventuellement, tu peux aller faire du marketing chez L'Oréal, par exemple, ou un truc comme ça. Mais essentiellement, c'est tes trois grands débouchés. Donc, tu vas vraiment aller faire un truc corporate, etc. Donc, surtout si tu as des gros prêts étudiants que tu as pris pour payer ton école, tu n'as pas énormément le choix de dire que, voilà, soit tu vas aller bosser là-bas, soit il faut que le truc fonctionne. Moi, j'avais passé un an à écouter des podcasts, surtout des podcasts américains, de gens qui voyageaient. Notamment, il y en a un qui m'a particulièrement influencé, c'est le Tropical MBA. Le Tropical MBA, ils avaient une conférence qui a lieu tous les ans à Bangkok. Et c'était mon rêve d'y aller. Tu vois, ils en parlaient régulièrement de leur conférence. C'est vraiment, ils ont un hôtel et ils sont tous là et ils viennent du monde entier pour se retrouver pendant une semaine à Bangkok et avoir tout le derrière des coulisses et tout. Donc c'était vraiment le truc que je voulais absolument faire. Mais l'année précédente, je voulais y aller, mais c'était impossible parce que à cause de mes études, etc. Donc je pouvais pas. Et en fait, à partir du moment où le business a commencé à fonctionner, je me suis dit tiens, je vais y aller à fond, je vais aller rencontrer les gens, je vais aller me poser au Vietnam, je vais aller à Bangkok du coup. Donc j'ai fait cette année-là, je suis allé à la conférence pour la première fois. Maintenant j'y vais tous les ans. Et ce que ça faisait pour moi, c'était, je me dis voilà, enfin, tu vois, j'ai payé mon truc et je suis arrivé. Et au final, je suis en bas de l'échelle. C'est une communauté. Quand je suis entré, je suis en bas de l'échelle parce que il y a quand même des gens qui font des gros chiffres et qui font des gros business là-dedans. Mais je suis un mec qui vient à peine de commencer à avoir un business qui lui permet de vivre. Donc, je suis tout en bas de l'échelle et je vois toute la progression que j'ai à avoir. Mais je viens de pouvoir entrer dans le truc, tu vois. Je viens de pouvoir entrer dans le game, pouvoir le faire sérieusement. Euh, et pour moi, beaucoup de portes se sont ouvertes. Et d'ailleurs, à partir du moment où je suis arrivé au Vietnam cette année-là, j'ai une vraie progression assez rapidement dans mon business parce que euh, psychologiquement, c'est un environnement qui était très différent. Quand tu es entouré que par de gens qui sont entrepreneurs, tout d'un coup, il y a un peu à côté, si tu es en France, c'était un petit business qui te génère assez pour vivre, rien d'exceptionnel, mais assez pour vivre. Déjà, tu as l'impression d'être un ouf parce que tu connais personne qui fait ça. Donc, tu as l'impression déjà ce que tu fais, c'est incroyable et c'est hallucinant. Tu vois. Mais tu débarques et tout le monde fait ça et tu dis ah en fait je suis un peu nul parce que ici tout le monde fait des trucs beaucoup plus gros que moi, il y a pas mal de gens qui ont des équipes et donc en fait ça recalibre un peu de ce que tu es en train de faire et tu te dis ah, en fait ce que je fais là c'est que le début, tu vois, c'est le niveau 1 de ce qui est possible et du coup ça m'a beaucoup boosté pour la suite. Excellent, ouais, parce que c'est vrai que l'environnement, on n'en parle pas vraiment, on ne donne pas des cas concrets, mais c'est vrai que
quand tu es dans un environnement où tout le monde a cette croyance que l'entrepreneuriat, ça se fait forcément en levant des grosses sommes pour faire une start-up ou pour faire un truc dans l'industrie avec des grosses machines, etc., ou des gros process, par exemple, j'avais vu des trucs où maintenant ils font carrément des conteneurs dans lesquels ils mettent des fraises, etc. Je pense que ça s'appelle AgriCool. Et enfin, ce genre de projet-là, c'est des projets qui sont méga ambitieux, mais il faut avoir une levée de fonds, quoi. C'est pas possible de faire ça directement en montant un petit business. Donc, c'est un peu la différence entre startup et business. Et en ce moment, le spot d'attention, il est vraiment à fond sur tout ce qui est startup, quoi. On ne parle pas beaucoup des petits business qui arrivent à générer quelques milliers d'euros, puis des dizaines de milliers d'euros, etc. Et donc, ouais, je pense au Vietnam, puis Bangkok après, et Chiang Mai et Ho Chi Minh, il y a plein d'entrepreneurs là-bas qui doivent t'inspirer de ouf pour pouvoir justement te dépasser et te dire ah en fait je peux aller encore plus loin, je peux faire des choses ça doit être vachement validant, quoi, de voir tous ces gens-là qui ont déjà un peu ouvert la voie, quoi. Donc du coup ouais, excuse-moi, vas-y. Il y a aussi un aspect où, en fait, les gens que tu vois dans ce domaine, les gens qui sont visibles dans ce domaine, c'est surtout des gens qui parlent de marketing ou de comment monter un business, en fait, parce que c'est les gens qui en parlent, qui font du contenu et qui font des chaînes YouTube. Une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé en Asie, et quand j'ai vraiment été à la rencontre des gens, c'est qu'en fait, une minorité des gens gagnaient leur vie en vendant des formations sur comment monter un business et tout. Tu vois, en fait, c'était pas la majorité des gens, c'est une toute petite fraction des gens. Mais le truc, c'est que la plupart de ces gens-là que je rencontrais, ils avaient des agences, ils faisaient du consulting, ils faisaient de l'e-commerce, beaucoup d'e-commerce. Et ben, ils en parlaient pas, quoi. Ils faisaient pas de contenu parce que, quel intérêt de faire du contenu si c'est pas ton business model? Donc, en fait, la vision que tu as de ce qui est possible, si tu regardes juste ce qui se fait sur YouTube, par exemple, elle est très limitée. Parce que la plupart de ces gens-là, en fait, tu découvrirais ce qu'ils font que si tu les rencontrais à une conférence, dans un dîner, etc. Parce qu'ils ne créent pas de contenu, ils n'ont pas d'intérêt à créer du contenu, ça prend beaucoup de temps de créer du contenu. Peut-être qu'ils veulent spécifiquement cacher ce qu'ils font pour éviter d'avoir des gens qui vont les copier et tout. Et puis globalement, voilà, ils sont pas là, tu les entends pas parler. Et quand tu arrives et tu débarques, en fait, il y a plein de choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, plein de business models totalement uniques. Et ces gens-là, je les ai rencontrés qu'une fois que je suis allé sur place, en fait. D'accord. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse distorsion actuellement sur le marché avec les vendeurs de rêves et puis les vendeurs de formation, parce qu'en plus il y a deux populations, quoi. Il y a ceux qui vendent vraiment le rêve et puis il y a ceux qui vendent vraiment des trucs hyper quali, hyper enfin, qui vont te permettre de vraiment enclencher des choses, mais qui sont pas orientés autour de cette vision de devenir riche et de devenir milliardaire avec des yachts et des nanas en bikini. Et, euh, et donc, ouais, je pense qu'effectivement, tu as raison. Je pense que le fait de pouvoir avoir accès à ces entrepreneurs qui ont des business qui sont pas, justement, ils sont pas, leur but, c'est pas d'être connu, d'être famous. Leur but, c'est juste d'être bon dans ce qu'ils font et de réussir à le faire bien. Et si le contenu, ça leur permet de le faire, dans ce cas, ils en font. Mais s'ils n'ont pas, ils en ont pas besoin, ils le font pas, quoi. Donc, vachement intéressant. Je pense que du coup, effectivement, ça vaut le coup d'aller en Asie du Sud-Est pour rencontrer tous ces entrepreneurs. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.